En tout cas, jusqu'à présent, la Chambre considère que cette mesure n'handicapera en aucun cas les droits des parties de poser des questions aux témoins ou ne gênera pas l'obligation de la Chambre qui est de trouver la vérité. Les inquiétudes exprimées par les parties en ce qui concerne les intrusions éventuelles euh, sont sans fondement, surtout au vu du professionnalisme des équipes du greffe qui sont toujours présents lors de la vidéoconférence. Au lieu de la transmission. En ce qui concerne les demandes des parties, au vu d'avoir cette, une vidéoconférence étendue, c'est-à-dire avec présence du Conseil de toutes les parties sur le lieu de transmission, la Chambre fait remarquer que pour ce qui est du témoin 520, le SVT a déclaré que la présence d'un conseil ou la présence de conseils dans la salle de transmission pourrait gêner le témoin et le mettre mal à l'aise. En ce qui concerne le témoin P321, le greffe a exprimé ses réserves en ce qui concerne le nombre de personnes qui pourraient être présentes dans la salle de transmission, étant donné que cela pourrait avoir un impact sur la sécurité. La Chambre considère donc que cette vidéoconférence appelée étendue n'est pas nécessaire pour garantir l'équité du procès. En application des observations du greffe, ces vidéoconférences étendues pourraient avoir un impact sur la sécurité et sur le confort du témoin et pouvoir aussi être un danger potentiel sur la sécurité des équipes et des conseils qui sont impliqués dans cette conférence vidéo. Suite à cela, la rencontre de courtoisie devra aussi se faire par vidéoconférence, mis à part le fait que le témoin ne sera pas présent physiquement à la haie. Son témoignage et leur témoignage, puisqu'il s'agit de deux témoins, et le processus de familiarisation sera identique que s'ils étaient à la haie. En ce qui concerne la demande aux fins de mesures de protection pour le témoin P321, et après avoir reçu l'évaluation du SVT, la Chambre fait droit aux mesures de protection. Le témoin aura donc les mesures suivantes: floutage du visage, déformation de la voix, pseudonyme et utilisation de séances à huis clos partiel. En ce qui concerne maintenant maintenant, la Chambre fait remarquer que la défense, Blégoud et la défense Gbagbo ont déposé les 18 et 20 mai leur réponse à la demande de l'accusation aux fins de mesures de protection concernant le témoin P520. Ici, il s'agit des écritures 555 et 557. Néanmoins, la Chambre ne va pas trancher ce point à ce moment. La Chambre demande au greffe de présenter son évaluation et toute observation portant sur les mesures de protection demandées pour le témoin 520 au 3 juin 2016 au plus tard. Maintenant, je vais passer à la demande orale de l'application au vu de faire constat judiciaire de ce que nous avons appelé jusqu'à présent le livre des cartes. La Chambre a pris note de la demande orale de l'accusation afin que la Chambre fasse un constat judiciaire en ce qui concerne le livre des cartes, ce qui est appelé le livre de cartes. Concernant la Côte d'Ivoire, bien sûr. Ici, je fais référence à la transcription du 12 mai 216 T38, page 57. Dans ce livre des cartes, il y a 12 cartes de la Côte d'Ivoire ainsi que cartes de sa capitale, Abidjan. Enfin, bien sûr, tout le monde sait qu'Abidjan n'est pas la capitale de la Côte d'Ivoire. Ensuite, donc certaines de ces cartes ont été marquées par l'accusation. La Chambre n'est pas en mesure de procéder à un constat judiciaire de ce livre des cartes de l'accusation. La Chambre, tout d'abord, ne connaît pas bien la géographie et la topographie de la Côte d'Ivoire et d'Abidjan. Et la Chambre ne peut donc pas savoir si les cartes qui sont dans ce livre de cartes, ou dans ce registre, sont vraiment fiables ou exactes. De plus, la Chambre n'a aucune information sur l'expertise cartographique des entités qui ont généré ces cartes, qui sont dans ce registre. Mais même si la Chambre dressait un constat judiciaire concernant ces cartes, cela ne ferait pas vraiment avancer les choses. Étant donné que la question n'est pas de savoir quelle est la configuration exacte d'Abidjan,
mais plutôt de savoir où ont eu lieu les faits matériels qui nous intéressent. Et aucun constat judiciaire ne peut être dressé de la chose. Donc plutôt que de dresser un constat judiciaire de ces cartes, la Chambre donne pour instruction aux parties de se mettre d'accord au 6 juin au plus tard, 6 juin 2016, sur un choix de cartes montrant tous les endroits pertinents en l'affaire. Et dans la mesure du possible, les parties sont invitées, enfin on ne s'attend pas à cela, mais ils sont invités à se mettre d'accord sur le lieu exact où les faits matériels ont eu lieu. De toute façon, les parties doivent présenter à la Chambre des cartes suffisamment détaillées pour que l'on puisse voir exactement où les faits ont eu lieu lors des audiences. Ensuite, la Chambre rend sa décision sur la requête de la défense Blé-Goudet visant à exclure le documentaire Shadow Work qui va nous être présenté par notre témoin P431. Au vu des écritures de l'accusation T42, donc T42 du 19 mai 2016, où le substitut procureur a déclaré qu'elle n'allait pas présenter le documentaire en question, n'allait pas le verser au dossier en tout cas. La Chambre considère que la requête Blé-Goudet est donc nulle et sans avenue à l'heure qu'il est. Néanmoins, au vu des arguments présentés par la défense Gbagbo, écriture 558 et faisant référence aux directives de la Chambre sur la conduite du procès, l'accusation devra, par ordre de la Chambre, se limiter à poser des questions au témoin sur ce qu'il a vu personnellement et sur les conditions dans lesquelles il a filmé ce qui va être utilisé par Madame le procureur. Et je parle ici donc de Rush. Le procureur donc va donc doit donc être en mesure de commencer l'interrogatoire de ce témoin. Aujourd'hui, la défense de M. Gbagbo et de M. Blé-Goudet doivent être prêts, eux, à commencer leur interrogatoire juste après l'accusation. Voici donc les décisions de la Chambre, décisions orales. Et nous allons maintenant passer au témoin 431. Monsieur l'huissier d'audience, veuillez s'il vous plaît faire entrer le témoin dans le prétoire. Mr. President, Maître Knoops, Monsieur le Président, la traduction ne marche pas. Enfin non, l'ordinateur de Monsieur Blé-Goudet ne marche pas. Pourriez-vous faire quelque chose pour nous, s'il vous plaît? Je ne comprends... Le président, je ne comprends pas la traduction par ordinateur. Monsieur Blé-Goudet, je n'ai pas le transcript écrit. Le président, oui, la transcription française ne marche pas. Le président, oui, la transcription française ne marche pas. Monsieur Blé-Goudet, oui, la transcription française ne marche pas. well, I'm assured that both. Le président me dit que les deux transcriptions marchent. Vous avez peut-être un problème d'ordinateur plutôt. Dans ce cas-là, il nous faut un informaticien pour résoudre le problème. Nous allons le faire venir. Mais on peut continuer quand vous êtes d'accord pour que nous continuions? Ça ne vous gêne pas? On peut continuer?
Monsieur Blégoudet, oui, vous pouvez continuer, pas de problème. Le président, bonjour, monsieur le témoin. Le témoin, bonjour. Question. Vous êtes donc le témoin 431 pour la Chambre, mais étant donné que vous ne bénéficiez pas de mesures de protection, je peux vous parler en donnant votre nom. Alors, je vais maintenant vous identifier afin que cela soit consigné au compte-rendu. Donc, vous êtes Monsieur Nigel Walker, né le 17 juin 1970 à Hammersmith, à Londres, au Royaume-Uni. C'est cela? Réponse oui. Question. Pourriez-vous nous dire quelle est votre profession à l'heure actuelle? Réponse. Je suis producteur de télévision. Question. Freelance ou est-ce que vous êtes salarié? Réponse. Je suis freelance. Question. Vous savez sans doute que cette chambre a été mise en place pour juger de l'affaire le procureur contre Monsieur Blackboy et Monsieur Blégoudet. Réponse oui. Question. Et que vous êtes ici pour nous aider dans notre recherche de la vérité. Donc, les parties vont vous poser des questions. Nous allons commencer par des questions du bureau du procureur et ensuite nous donnerons la parole aux deux équipes de la défense. Et les juges auront peut-être des questions aussi à vous poser. Si à un moment ou à un autre, vous avez besoin d'une pause, vous ne vous sentez pas bien ou mal à l'aise, n'hésitez pas, faites-le moi savoir. Et nous ferons quelque chose pour vous. Donc, vous savez que vous êtes témoin, vous devez dire la vérité. Vous êtes tenu de dire la vérité. Avant donc de vous poser des questions, la loi vous demande de prendre un engagement solennel pour dire la vérité. Donc, veuillez s'il vous plaît répéter après moi. Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Le témoin, je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Le président, je vous remercie. Je dois aussi vous informer du fait que le faux témoignage est un délit devant cette cour et donc sanctionnable. Et dernière chose, nous travaillons en deux langues dans cette cour, français et anglais. Vous parlez anglais? Bien sûr. Donc, je vais vous demander de ne pas parler trop vite, s'il vous plaît. Et surtout de ménager une pause entre les questions et les réponses, afin de laisser aux interprètes le temps de terminer leur phrase et de laisser aux sténotypistes le temps de consigner vos propos. Et je sais que lors d'un débat, il est très difficile de ménager cette pause, mais je vous demande instamment d'y penser. Et je devrais sans doute intervenir pour vous ralentir de temps en temps. To start the question. Nous sommes maintenant prêts à commencer. Je donne donc la parole à Madame Pack qui représente l'accusation. Madame Pack, bonjour Monsieur Walker. Je suis Melissa Pack et c'est moi qui vais vous poser des questions au nom de l'accusation. Nous sommes rapidement rencontrés vendredi dernier lors de la visite de courtoisie. Donc, comme l'a dit Monsieur le Président, nous allons devoir parler assez lentement. Étant donné que nous parlons la même langue, nous devons attendre que les interprètes aient terminé leur travail. En 2006, vous êtes allé en Côte d'Ivoire. Pouvez-vous nous dire quelles sont les dates de voyage exactement? Quelles sont vos dates de voyage, je reprends l'interprète. La réponse alors ça doit être
début mai 2006, jusqu'en août 2006. Question. Et pourquoi êtes-vous allé en Côte d'Ivoire? Réponse. Je me suis rendu en Côte d'Ivoire pour faire un documentaire, un film documentaire portant sur l'élection présidentielle et sur les personnes impliquées dans ce processus. And at the time, À l'époque, quel était votre métier ou votre profession? Réponse. À l'époque, j'étais caméraman freelance et chargé de production freelance aussi. did you travel with Étiez-vous accompagné? Je ne voudrais pas que vous mentionniez de nom car nous sommes en public. La réponse non, j'étais seule. Question. Vous nous avez dit que vous êtes allé en Côte d'Ivoire pour réaliser un film documentaire. Avez-vous réalisé ce film avec d'autres personnes? Ne donnez pas de nom. Réponse. Un certain nombre de personnes m'ont aidé à réaliser ce documentaire. Des Ivoiriens, des gens de Côte d'Ivoire et des personnes venant des États-Unis aussi. Question. Monsieur le Président, pouvez-vous nous rapidement passer à huis clos partiel, s'il vous plaît? Le Président, pouvez-vous nous passer à huis clos partiel? Côte d'Ivoire. Est-ce que vous vous souvenez dans quel quartier vous avez séjourné ou dans quelle zone ou lieu vous avez séjourné en Côte d'Ivoire? Réponse. À Yopougon, c'est là que j'ai séjourné pendant environ une semaine. Puis, aux Deux Plateaux, pendant le reste de mon séjour là-bas, donc entre 2 à 3 mois. Question. Et comment est-ce que vous vous êtes déplacé lors de votre séjour en Côte d'Ivoire? Réponse. Bien, j'ai utilisé les transports en commun et des taxis et des minibus. Question. Vous nous avez dit que vous étiez en Côte d'Ivoire pour y faire un documentaire. Donc, est-ce que vous avez filmé sur les lieux? Réponse oui. Question. Et qui s'est chargé de filmer? Réponse. C'est moi qui ai effectué tous les films. Question. Est-ce que vous pourriez décrire la caméra que vous avez utilisée pour filmer? Réponse. La caméra était un tout petit caméscope Panasonic. Et avec ou attaché à cette caméra, il y avait un microphone, un dispositif audio professionnel, donc un microphone professionnel. Et lorsque, par exemple, je filmais un rassemblement, j'attachais un micro radio à la personne. Et ce microphone donc envoyait les fichiers audio directement dans la caméra.
enfin dans le caméscope. You're filming. Question. Donc vous avez filmé en utilisant cette caméra. Donc vous avez filmé différents événements. Est-ce que vous avez filmé en continu ou est-ce que vous arrêtiez et repreniez et rebranchez en fait la caméra lorsque vous filmiez? Réponse. Le plus clair du temps, nous éteignions et nous rebranchions la caméra. Toutefois, bon, il y a eu à quelques reprises, bon, c'était en général lorsque je procédais à des interviews de personnes, et là, dans ce cas d'espèce, la caméra fonctionnait sans interruption. Question. Et lorsque vous filmiez, est-ce que vous-même, vous preniez des notes? Réponse oui. Oui, oui. J'ai pris beaucoup de notes. Question. Et pourquoi est-ce que vous preniez des notes? Réponse. Pourquoi est-ce que je prenais des notes? En fait, c'était pour bien saisir les sentiments, le sentiment que j'avais lorsque je faisais le film. Pour que par la suite, au moment du montage du film, je pouvais justement reprendre mes notes, les consulter et cela m'aidait et me permettait justement de monter un film beaucoup plus précis. Question. Est-ce que vous vous souvenez du nombre de cassettes ou du nombre de films, de la longueur du film que vous avez filmé en Côte d'Ivoire? Réponse. Je me souviens qu'il y en avait soit 28, soit 29 cassettes. Question. Et il s'agissait donc de cassettes qui avaient été filmées grâce à votre caméra Panasonic que vous avez décrite, n'est-ce pas? Réponse oui, c'est exact. Question. Est-ce que vous avez envoyé des copies de certaines de ces cassettes au bureau du procureur à La Haye? Réponse oui. Question. Est-ce que vous pourriez nous dire quel était leur format et comment vous les avez copiées, ces cassettes? Réponse. Je pense que j'ai transféré les cassettes sur un fichier numérique, donc je les ai numérisées. Et ensuite, j'ai envoyé par courrier personnel ce fichier sur un disque dur à la cour, ici, aux Pays-Bas. Now, Question. Donc, vous nous avez parlé des notes que vous avez prises.
Est-ce que vous avez fourni d'autres documents au bureau du procureur, d'autres documents associés donc aux cassettes que vous avez envoyées? Réponse oui. Oui. Il y a quelques documents supplémentaires que j'ai fournis. Dans un premier temps, la transcription de ces cassettes. Donc, les cassettes ont été saisies et ont été traduites lorsque cela a été nécessaire. Et nous avons utilisé comme référence nous avons utilisé ces transcriptions comme référence par rapport à chaque cassette qui avait été fournie. J'ai également présenté des journaux du pays. Ce sont des journaux que je compilais tous les jours, enfin chaque jour, lorsque j'ai filmé en Côte d'Ivoire. Question. Et je souhaiterais très rapidement que nous abordions les transcriptions que vous avez mentionnées. Vous nous avez dit que ces transcriptions étaient une référence pour chaque cassette présentée ou envoyée. Est-ce qu'il s'agissait de transcription ou de traduction littérale ou est-ce qu'il s'agissait d'autre chose? Réponse. Il s'agissait donc... Enfin, elles étaient littérales ou verbatim, pour autant que nous puissions les comprendre de la façon la plus rapide possible. À partir du moment où j'ai décidé d'utiliser certaines parties des cassettes, j'ai demandé à ce que cela soit traduit à nouveau pour m'assurer de la véracité, de l'exactitude de la première traduction. Et cela a été effectué par des traducteurs aux États-Unis ainsi qu'en Côte d'Ivoire. Question. Donc, vous avez fait référence aux notes que vous aviez prises pendant que vous filmiez. Qu'est-il advenu de ces notes? Réponse. Alors, j'ai gardé certaines de ces notes dans un journal de bord. Celles que j'ai gardées n'incluaient pas d'informations relatives à des noms. Il n'y avait pas non plus de coordonnées personnelles, d'informations personnelles. Il s'agissait de mes notes personnelles prises sur le terrain. Et j'ai détruit certaines des notes avant mon départ du pays. Question. Et justement, à nouveau au sujet des transcriptions. Est-ce qu'il y avait parmi ces transcriptions des commentaires, des observations? Réponse non, je ne le pense pas. Question. Pourquoi est-ce que vous avez détruit vos notes avant votre départ du pays? Réponse. J'ai détruit certaines de mes notes parce que je savais que j'avais enregistré disons des informations névralgiques, sensibles et qui auraient divulgué certaines choses.
Et j'ai considéré qu'il aurait été dangereux pour moi d'avoir ces informations. Question, mais dangereux en quel sens? Réponse, parce que il y était question d'infrastructure, de l'infrastructure des jeunes patriotes du COGEP. Question. Est-ce que vous avez dressé une liste de toutes les cassettes que vous avez filmées, donc, lors de votre voyage en Côte d'Ivoire? Réponse oui. Question. Je souhaiterais montrer aux témoins, s'il vous plaît, à titre confidentiel, le document CIVOTP 0058 08 81 91 R01. Donc 0891 R01. I think the number hasn't come up right. Je pense que la cote n'a pas été bien indiquée. 0058 0891. Et je m'excuse auprès du greffier d'audience. Again, it should be. Donc, document montré à titre confidentiel, je le rappelle. I hope you can see. J'espère que vous voyez le document sur votre écran. J'ai quelques problèmes personnellement, mais est-ce que vous le voyez, le document? Réponse oui, tout à fait. Question. Est-ce qu'il s'agit d'une liste et nous pouvons juste faire défiler le document jusqu'au bas de la page? Est-ce qu'il s'agit d'une liste des cassettes que vous avez filmées en Côte d'Ivoire? Et d'ailleurs, nous pouvons tourner la page, je vous prie. And we'll just scroll. Et nous allons juste faire défiler très lentement la page pour que vous puissiez la voir jusqu'à la fin, ou jusqu'au bas de la page. Monsieur le Président, peut-être qu'il serait plus facile que je remette aux témoins un document papier. J'ai un document papier sans annotation. Ce serait peut-être beaucoup plus facile que de le regarder sur l'écran. Maître Rocher, pas d'objection. Le Président, je pense qu'il faudrait prendre comme prémisse que si l'accusation nous dit que le document est sans annotation, il est sans annotation. Madame Pakoui, bon, il y a quand même les perforations pour le classeur. Le Président, non, mais je pense en fait que nous devrions pouvoir quand même instaurer une certaine équité. Si quelqu'un dit que le document est sans annotation, il est sans annotation. Mais bon, voilà, sans pour autant qu'il y ait contrôle. Madame Pack, je vous remercie, Monsieur le Président. Donc, Monsieur Walker, est-ce que vous pourriez consulter le document? Alors, je vous dirais donc ce document
a comme première page 0891 et il se termine à la page 0894. Et si vous prenez la toute dernière page, à savoir la page 0894, au bas de ce document, vous pouvez voir cassette 29. Est-ce qu'il s'agit du nombre de cassettes que vous avez filmées en Côte d'Ivoire? Réponse, oui, c'est exact. Question. Est-ce que toutes ces cassettes ont été envoyées au bureau du procureur? Au bureau du procureur. En fait, j'utilisais l'acronyme. Réponse, non, je ne le pense pas. Question. Et est-ce que ces cassettes ont été modifiées ou est-ce qu'il y a eu montage sur ces cassettes avant que vous ne les envoyiez au bureau du procureur? Et je pense aux cassettes que vous avez envoyées au bureau du procureur. Réponse, non, non, absolument pas. Question, est-ce que vous vous souvenez du nombre de cassettes que vous avez copiées et envoyées au bureau du procureur? Réponse. Question, bon, si vous ne vous en souvenez pas, peu importe. Réponse, non, je ne m'en souviens pas. Plus de 10. Plus de 10. Je dirais entre 10 et 20. Question. Donc nous allons faire référence à certaines de ces cassettes aujourd'hui et je voulais juste vous rappeler à ce sujet quelque chose. Je vais vous poser des questions au sujet de ce que vous avez vu, de ce que vous avez entendu lors de votre voyage en Côte d'Ivoire, alors que vous filmiez. Et je ne vais pas vous poser de questions au sujet de votre opinion par rapport à ce que vous avez vu ou au sujet des conclusions que vous auriez dégagées. Donc j'aimerais maintenant commencer à parler de votre arrivée en Côte d'Ivoire. Lorsque vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire, que vouliez-vous faire? Réponse. Je voulais rencontrer M. Blégoudet. Question. Et quelles sont les mesures que vous avez prises pour essayer de rencontrer M. Blégoudet? Réponse. J'ai pris beaucoup de mesures. J'ai contacté ou pris contact avec les personnes qui travaillaient avec lui. J'ai contacté son attaché de presse et leurs collègues pour pouvoir essayer d'organiser justement un entretien ou une interview avec lui. Question. Comment est-ce que vous et les personnes avec qui vous travaillez, comment vous y êtes pris pour pouvoir prendre contact avec les attachés de presse de M. Blégoudet? Réponse. Nous avons téléphoné à plusieurs reprises. Question. Est-ce que vous saviez où séjournait M. Blégoudet, où habitait M. Blégoudet à ce moment-là? Réponse, oui, oui, je le savais. Question. Et où? Réponse. Il vivait à l'hôtel Ivoire, à Abidjan. Question. Et comment est-ce que vous le saviez, cela? Réponse. Bon, c'était de notoriété publique. Question. Est-ce que vous-même, vous vous êtes rendu à l'hôtel Ivoire? Réponse. Oui. Plusieurs fois.
Question. Et pourquoi est-ce que vous vous rendiez là-bas? Réponse. Eh bien, mon objectif était soit de rencontrer le personnel de presse de M. Blégoudet, et ce afin de pouvoir organiser une interview, ou soit pour rencontrer M. Blégoudet. Question. Et est-ce que vous avez rencontré M. Blégoudet à l'Hôtel Ivoire? Réponse. Oui, j'ai fini par le rencontrer finalement. Question. Est-ce que vous vous souvenez de la date à laquelle vous avez rencontré M. Blégoudet à l'Hôtel Ivoire? Réponse. Je pense que c'était en juillet. Le président de l'année 2006, le témoin, oui, de l'année 2006, excusez-moi. Question. Et que s'est-il passé lorsque vous avez rencontré M. Blégoudet à l'Hôtel Ivoire? Réponse. J'ai rencontré M. Blégoudet à l'Hôtel Ivoire. Je l'ai rencontré au moins 2 fois, à 2 reprises. Donc, la première fois, nous nous sommes parlé de façon tout à fait informelle dans le café de l'hôtel. Et nous avons donc envisagé donc d'avoir une interview avec lui. Et nous avons également parlé de la possibilité de le filmer lors d'un de ces rassemblements. Do you remember who he was with when you met? Question. Est-ce que vous vous souvenez avec qui il se trouvait lorsque vous l'avez rencontré cette fois-là? Réponse. À chaque fois que je l'ai rencontré, il était entouré de quelques 5 à 6 personnes. Alors 2 ou 3 de ces personnes étaient donc ses représentants ou son personnel de presse. Et puis il y en avait 2 ou 3 autres qui étaient ses gardes du corps. Parfois ils étaient plus nombreux. Question. Vous avez donc mentionné que vous aviez évoqué la possibilité de filmer M. Blégoudet lors d'un de ces rassemblements. Où est-ce que devait avoir lieu ce rassemblement? Réponse. J'ai filmé M. Blégoudet lors de 2 rassemblements, me semble-t-il. Il y en avait un qui a eu lieu à Yamoussoukro et l'autre a eu lieu au Palais de la Culture à Trècheville. Question. Et lequel a eu lieu en premier? Réponse. Le premier rassemblement que j'ai filmé a eu lieu à Yamoussoukro. Réponse. Et quand est-ce que vous y êtes allé par rapport au moment où vous aviez rencontré M. Blégoudet à Abidjan? Réponse. Je pense que cela s'est passé 1 ou 2 jours après cette première rencontre. Question. Comment est-ce que vous vous êtes rendu à Yamoussoukro? Réponse.
Je suis allée à Yamoussoukro en ayant recours à des transports en commun. Question. Est-ce que vous vous souvenez s'il y a eu des restrictions à votre déplacement pendant ce déplacement? Réponse oui, je m'en souviens. Il y avait de nombreux postes de contrôle placés sur la route jusqu'à Yamoussoukro, je dirais qu'il y en avait entre 5 à 6. Et là, au niveau de ces barrages routiers, on nous a demandé de sortir de l'autocar et nous avons donc il y a une vérification qui a été faite par des jeunes hommes. Question. Pouvez-vous décrire ces jeunes hommes qui vous ont demandé de descendre du bus? Réponse. Ils portaient des vêtements civils. Ils n'avaient pas l'air d'être de représentants de l'État. Ils portaient des armes, des AK-47, me semble-t-il. Et ils étaient inébriés, enfin certains d'entre eux. Question. Vous avez déclaré que vous avez été contrôlé par ces jeunes hommes. Qu'est-ce qu'ils ont contrôlé au juste? Réponse. Notre équipement a été contrôlé. Nos pièces d'identité également ont été contrôlées. And when you say our, Question. Et lorsque vous dites nos pièces d'identité, je vous cite, qu'est-ce que vous voulez dire au juste? Vos pièces à vous et celles de qui d'autres? Réponse de tous ceux, enfin presque tous ceux qui étaient dans le bus. when you Question. Lorsque vous êtes arrivé à Yamoussoukro, est-ce que vous vous souvenez où vous avez séjourné? Réponse. J'ai séjourné dans un hôtel dont je ne retiens pas le nom maintenant. Je crois que c'était le même hôtel où résidait M. Blégoudet et son entourage. Question. Mis à part le rassemblement dont nous parlerons dans un instant, est-ce que vous avez vu M. Blégoudet? Est-ce que vous lui avez parlé alors que vous vous trouviez à l'hôtel à Yamoussoukro? Réponse. Un soir, nous nous sommes rencontrés, nous avons regardé ensemble un match de la Coupe du Monde dans sa chambre. Je n'ai pas filmé cela.